Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver après ces quelques jours de break. Alors aux États-Unis, sur les marchés, l'inflation ne réaccélère pas franchement et l'emploi comme la consommation ralentissent sans rupture. Cela conforte notre scénario d'une Fed qui peut rester en attente, mais pendant que tout le monde regarde la Fed, le signal le plus intéressant vient peut-être de l'autre partie de la courbe des taux, c'est-à-dire des taux longs. Ces taux longs qui continuent de monter et c'est probablement là que se situe aujourd'hui le principal point de vigilance. Le 30 ans américain a d'ailleurs dépassé son plus haut niveau depuis 2007 et ce mouvement est mondial puisque le 30 ans japonais a dépassé 4% pour la première fois de son histoire et les taux longs britanniques retrouvent des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la fin des années 90. Surtout, cette hausse intervient sans véritable dérapage des anticipations d'inflation, ça c'est important. Le marché nous parle donc d'autre chose, de déficit budgétaire, de besoins gigantesques de financement liés à l'intelligence artificielle et l'évolution de la base d'acheteurs de dettes souveraines. Les États doivent financer leur déficit au moment même où les entreprises vont devoir énormément sourcer de capitaux pour financer leurs investissements. On peut dire qu'il y a une concurrence croissante pour le capital mondial et cette concurrence a un prix. Ce prix, on l'exprime dans notre jargon, dans la courbe des taux, par une prime de terme plus élevée. C'est pourquoi une Fed, donc la Réserve fédérale américaine, en pause, ne signifie plus nécessairement des taux longs en baisse. En Europe, il faut ajouter un autre risque d'offre. Canicule, sécheresse, tension sur l'eau commencent à affecter l'agriculture, transport, production d'électricité. Ce n'est pas encore un choc macroéconomique majeur, mais c'est potentiellement une source supplémentaire d'inflation par l'offre, donc un sujet à surveiller de près pour la Banque centrale européenne. Nous regarderons aussi dans les jours à venir les minutes de la Réserve fédérale américaine. Ainsi, nous aurons une attention particulière sur le séminaire des banquiers centraux qui a lieu à Jackson Hole dans les jours qui viennent. Sur l'intelligence artificielle, le débat a changé. Il y a quelques mois, la question était « où est la monétisation ?» Les dernières publications sont plutôt rassurantes. Le cloud accélère, les carnets de commandes sont massifs et la demande reste extrêmement forte. La question devient maintenant qui va financer cette course à l'infrastructure ? Car derrière l'intelligence artificielle, il faut construire des data centers, sécuriser de l'électricité, des réseaux, du cuivre et surtout, lever des centaines de milliards de dollars de dettes. Ce qu'on appelle les hyperscalers et tout leur écosystème vont donc générer un supply, une demande de crédit considérable, souvent avec des durations, des maturités très longues, au moment même où les États émettent massivement, aux US comme en Europe, pour financer leur déficit dans un contexte de taux longs plus élevés, avec un marché qui réclamera potentiellement davantage de primes de crédit. La question devient alors très simple, qui va acheter toute cette duration, crédit, et à quel prix ? C'est tout le paradoxe de l'intelligence artificielle, très favorable à la croissance bénéficiaire, mais potentiellement beaucoup plus exigeante pour le marché obligataire. Sur les actions, on a quand même eu un mini crack tech cet été, et c'est un avertissement. Le décrochage de certaines valeurs tech américaines, européennes et coréennes de cet été nous a rappelé le risque de concentration et de levier. Situational awareness, devenu en moins de 2 ans un hedge fund de près de 45 milliards de dollars, très exposé et leveragé à l'intelligence artificielle, a dû liquider brutalement ses positions. Le fonds de Citadel est intervenu pour en absorber une partie. Le rebond a été tout aussi rapide, soutenu par d'excellentes publications. Mais le message reste important, quand les positions sont concentrées, quelques séances suffisent pour faire revenir brutalement la volatilité. Parallèlement, les résultats restent bons et la croissance bénéficiaire commence à s'élargir au-delà des seules grandes valeurs technologiques. C'est un marché de stock picking. Sur le pétrole et les matières premières, il reste enfin
ce risque géopolitique auquel on finit par s'habituer. Le Brent reste autour de 90 $ malgré des tensions persistantes autour du détroit d'Ormuz. Pour l'instant, le marché continue de parier sur une issue diplomatique, mais les marges de sécurité diminuent, les stocks se réduisent, certaines routes maritimes sont fragilisées et les tensions sont déjà beaucoup plus visibles sur les produits raffinés. Même chose sur le cuivre, les stocks disponibles diminuent au moment même où l'intelligence artificielle, les réseaux électriques, l'électrification nécessitent davantage de métal. C'est important. Le prochain risque inflationniste pourrait moins venir d'une demande excessive que de contraintes physiques d'offres. En conclusion, au fond, je retiendrai 3 choses. Premièrement, une Fed en pause ne signifie plus nécessairement des taux longs en baisse. Deuxièmement, l'intelligence artificielle devient autant une histoire de financement, de supply, de bilan que de technologie. Troisièmement, avec le retour d'un coût de capital élevé, la qualité des bilans et des cash flows redeviennent déterminantes. Le véritable mouvement tectonique de cet été, il est peut-être ailleurs, je l'ai mentionné au début, à l'extrémité longue de la courbe des taux, mais plus les taux longs montent, plus la symétrie de moyen terme devient intéressante. Et si l'accumulation de taux élevés finit par provoquer un ralentissement, un décrochage sur certaines classes d'actifs, la duration retrouvera sa fonction de protection. C'est ce que nous allons suivre dans les prochaines séances. Merci à tous et bonne journée.